Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour Nadim, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Avec toi, on va parler d'un sujet qui est plus marché finalement. On va parler de l'étude que vous avez faite avec ton association, avec l'association dans laquelle tu travailles qui s'appelle Diversiday. Avant de parler de cette super étude, spoiler alert, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité, Laurent. Donc, je m'appelle Nadim, j'ai 30 ans, tout juste. Et je suis président depuis janvier, président bénévole d'une association qui s'appelle Diversiday. Donc Diversiday, c'est une association qui a été créée en partant d'un constat. Aujourd'hui, le monde de la tech est peu diversifié. C'est-à-dire qu'on a du mal à y voir une représentation de la société française. Pourtant, c'est un écosystème et un ensemble de métiers. Il y a énormément d'opportunités d'emploi dans le numérique. On se rend compte que ces opportunités d'emploi, elles ne se distribuent pas à toutes les personnes qui potentiellement chercheraient un emploi. Donc notre objectif, c'est de changer un peu le visage de la tech, de montrer que la tech et le numérique, c'est des nouveaux métiers qui peuvent être accessibles à toutes et tous et surtout qui peuvent permettre à beaucoup de personnes de retrouver un emploi, de créer des startups à impact et d'avoir un impact sur la société et la vie de tous les jours. Écoute, merci. C'est moi qui te remercie de participer à cet épisode parce que généralement, je parle de marketing digital et toi, finalement, tu optimises le marché et c'est plutôt cool. Avant de commencer, est-ce que tu peux me donner la genèse de cette étude, le commencement ? Comment vous êtes lancé dedans ? Oui, bien sûr. Avec Diversiday, on se rend compte dans les sujets diversité, inclusion et tech numérique, on manquait de chiffres. On manque de chiffres et du coup, on a du mal à savoir de quoi on parle. On le voit, par exemple, une de nos précédentes études disait que 46% des salariés en entreprise ne comprennent même pas le mot diversité. Donc, il y a un gros travail à faire aujourd'hui pour essayer de comprendre déjà, de faire un constat, d'avoir des chiffres pour savoir quelles sont les problématiques qu'on rencontre quand on vient de quartier populaire ou de zone rurale et qu'on veut se diriger dans un emploi dans la tech, ou quand on est un entrepreneur senior, sous-représenté, une femme ou une personne de quartier populaire ou de zone rurale, quels sont les potentiels obstacles qu'on va rencontrer. Donc la genèse de cette étude, c'est que déjà Google, c'est un de nos partenaires, un des premiers partenaires de l'association. Donc on essaye de travailler avec nos partenaires pour lancer des études sur différents sujets. Et on s'est posé la question avec Google, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire ? Quand on pense à Google, on pense tout de suite au moteur de recherche. Et le moteur de recherche, c'est une mine de trésors, mais c'est pas toujours accessible. Comme on a un partenariat de confiance et de longue durée avec Google, on s'est dit, et si on ouvrait le capot du moteur de recherche pour essayer de comprendre aujourd'hui quelles sont les questions que les Françaises et les Français posent par rapport au sujet de diversité et d'inclusion, et pour essayer d'en tirer des tendances et se dire où on en est sur la compréhension de ces thématiques. Et au-delà du terme parapluie diversité, est-ce que les gens comprennent ce qu'il y a à l'intérieur ? Et qu'est-ce qui se pose comme question sur ces sujets ? Par exemple, sur le handicap, sur les LGBT, la communauté LGBT, sur le féminisme, le sexisme. Donc, c'était ça un peu la genèse. Et Google nous a dit, donc ça a été un peu un travail d'aller-retour de dire quelles infos on peut avoir. Ça a été un peu dans la négociation parce que forcément, c'est un peu une mine d'or. Ouais. Et ils nous ont permis d'avoir quand même pas mal de données et surtout des données qui se ventilent sur différentes durées, ce qui nous a permis de faire des comparaisons entre, par exemple, 2007, 2013, 2017, 2022. Alors, ce qui est formidable dans cette étude, c'est qu'elle n'est pas dogmatique. C'est-à-dire qu'on retrouve des faits qui sont plutôt factuels, si je puis dire. Donc, c'est ultra agréable à lire. En plus, la mise en page, le formalisme, on sent que c'est quand même sponsor par Google et c'est une très bonne chose parce qu'en fait, vous allez analyser les requêtes de Google pour savoir ce que pensent les gens. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est je voulais inviter nos auditeurs à aller voir cette étude et à la lire surtout parce qu'elle est super agréable à lire et c'est une mine d'or pour comprendre un peu le monde qui nous entoure.
C'est vrai que le point de départ, déjà une petite dédicace à Chloé, qui est la responsable communication et études de l'association, parce elle fait un travail énorme à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que c'est elle qui travaille sur la rédaction des éléments de langage, les analyses. On n'a pas toujours la chance d'avoir une équipe entière, Google par exemple, qui nous fait les analyses. Donc, c'est un travail de collaboration, mais Chloé fait vraiment un travail formidable. Répondre là sur ce point, le point de départ, effectivement, on ne voulait pas rentrer dans en fait, les sujets autour de la diversité et de l'inclusion, notamment quand on parle de combat. Par exemple, le combat contre le sexisme, contre les LGBT-phobies, l'homophobie, le racisme, etc. Aujourd'hui, c'est des termes, et on se rend compte, la sémantique peut donner une connotation très forte. C'est des termes qui sont utilisés à tout bout de champ. Et donc, pour nous, c'était important de prendre du recul et se dire, concrètement, qu'est-ce que les gens se posent comme question. Par exemple, si on tape racisme, à quoi est associée la recherche? Est-ce qu'on se demande, par exemple, on a retrouvé... je ne sais pas si je peux commencer déjà à dire des choses, mais dans les requêtes de départ, on avait des questions sur qu'est-ce que c'est être raciste, où on peut avoir des sujets qui associent différents termes, par exemple blague raciste. Donc on voit un peu des tendances de société. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des contenus, c'est-à-dire cinéma qui dénonce le racisme, séries qui dénoncent le racisme. Excuse-moi Nadim, je te coupe, mais alors ce qui est agréable avec votre étude, c'est que elle me procure de la joie et beaucoup de tristesse. Alors je vais m'expliquer. De la joie parce qu'en fait on se rend compte que les gens vont chercher de l'information, ils veulent apprendre, ils veulent résoudre un problème. Par contre la tristesse c'est on a encore besoin de résoudre ces soucis. Ce que je veux dire c'est que parmi les requêtes qu'on cherche, eh ben, pour moi nombre de ces requêtes, pardon, je vais y arriver, devraient plus exister parce qu'en fait, ces problèmes devraient être résolus. Alors, tu vas me dire, bien sûr, Laurent, avec ton prisme parisien, tu as une vision de la société un peu étriquée et je le reconnais tout à fait, on a tous nos biais. Mais voilà, c'est beaucoup d'espoir et un peu de tristesse néanmoins. Comment toi, tu vois les choses? Non, et je pense que sur ces sujets, en fait, on a quand même eu des évolutions. Moi, j'ai envie de partir plutôt sur le positif. C'est intéressant de voir que... alors, il y a des requêtes qui sont un peu plus flippantes que d'autres. Par exemple, une des requêtes qui ressort beaucoup, c'est suis-je normal? Et ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a un vrai sujet sur qu'est-ce que c'est que la normalité. On sent que les individus, les Françaises et les Français, essayent de se définir, de se comparer. Et ça, on peut se douter que c'est un peu l'essor des réseaux sociaux, une société très axée sur l'image aussi. Mais le pendant de ça, c'est qu'effectivement, les gens sont en quête de représentation. Et peut-être que des représentations auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant, on le voit, par exemple, sur chacune des thématiques, handicap, racisme, etc., on se retrouve avec des recherches associées à des personnalités. Par exemple, sur le handicap, on a des sportifs comme Théo Curin, qui est un athlète paralympique qui a fait pas mal d'exploits cette année, qui ressort. On a Sophie Cluzel, on a différentes personnalités, que ce soit des politiques, des sportifs, des gens qui interviennent, et parfois dans des points positifs, parfois dans des points négatifs. Par exemple, on peut se retrouver avec des personnes qui ont eu des propos déplacés sur le handicap et qui tombent en top requête. Donc, je trouve sur ce sujet, il y a quand même de l'espoir. C'est-à-dire, le premier constat de l'étude, c'est qu'avant, on était plutôt dans un vocabulaire contre. On était plutôt dans la lutte. Lutte contre le sexisme, lutte contre le racisme, lutte contre le validisme. Ça existe encore, évidemment, parce que les combats ne sont pas gagnés. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de recherches pour. Donc, de recherches qui se dirigent plutôt vers l'action. Et on voit que parfois, en fait, on est aussi, dans l'étude générale, on se rend compte que les sujets ne sont pas toujours aussi politisés qu'on ne le pense. Je pense que l'actualité politique, médiatique fait penser que tous les sujets sont très politisés, très dogmatiques, alors que quand on regarde les recherches, elles sont parfois assez simples. C'est par exemple une personne qui cherche une association LGBT dans son quartier, une personne qui essaye de comprendre c'est quoi le statut RQTH pour les personnes en situation de handicap. Donc on a beaucoup de recherches qui se concentrent sur des services pour des personnes avec des besoins particuliers. Bon, bah écoute, je garde en tête que toi, tu vois les choses de manière positive et c'est super cool. En fait, on voit des évolutions. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. Je pense que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a des choses positives, d'autres plus négatives. Par exemple, la requête être normal, c'est un truc qui peut nous faire flipper. On se dit, on est tous en train de se comparer. Par exemple, une des sous-requêtes autour de la normalité, c'est la requête dit, entre guillemets, mec, torse normal. Quel est le torse normal pour un mec? Ça veut dire qu'on est tous en train de se comparer. Mais par contre, il y a d'autres choses qui sont positives, c'est qu'aujourd'hui, on cherche un peu plus d'informations plus qualifiées.
OK, une fois qu'on a lu l'étude, une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour, changer les choses? Je pense qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, cette étude, comme elle est assez détaillée sur les différentes thématiques, en fait, comment se présente l'étude? On a un peu un regard général sur les tendances, notamment sur ce sujet de, on passe, au départ, on n'avait pas de requêtes pour, on avait plutôt des requêtes contre, donc plutôt dans la lutte. On passe sur des choses plus pour, donc on cherche des besoins plus qualifiés. En fait, déjà, ça peut permettre de produire des informations très ciblées. C'est-à-dire, si une entreprise, une association, même les services publics, sur ces différentes thématiques se demandent quels sont les sujets à adresser, je pense que cette étude, c'est une mine de trésors pour dire, là, on a des requêtes qui se concentrent autour de ces thématiques, donc on devrait produire de l'information autour de ces sujets. Ça peut être un premier point. Le deuxième que je vois, quand même, on se rend compte, c'était une surprise pour moi. Je me posais la question de l'impact des journées mondiales. Toutes les journées mondiales sur les thématiques, je me suis dit, est-ce que vraiment, au moment de ces journées mondiales, comme il y en a à peu près une par jour, ça suscite un regain d'intérêt et ça permet de sensibiliser. On se rend compte que oui, les journées mondiales sur les différentes thématiques, journée de lutte contre l'homophobie, de la transphobie, journée de lutte pour l'intégration des personnes en situation de handicap, etc. On se rend compte qu'en fait, ça permet de sensibiliser. Donc ça peut être des bons moments. En fait, je parlais d'informations à produire. On peut aussi se demander en termes de timing, se capitaliser sur les journées qui sont dédiées à certains sujets. Ça peut permettre de sensibiliser, de donner de la visibilité. Putain, avec tout ce que tu dis, on se dit, on est encore en 2023 parce que oui, cher auditeur, on enregistre cet épisode fin 2023. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'il sera diffusé. Je pense début 2024. Bon, mais bref, ouais, on se dit, on en est encore là. C'est dur un peu quand même. Et moi, il y a un point aussi que je voulais rajouter, parce que c'est un peu dans la lignée de l'association. Le point de départ de l'association, ça a été souvent de se dire que pour se sentir concerné par des sujets, on a souvent besoin d'avoir des personnes qui nous ressemblent ou qui nous inspirent, auprès desquelles on peut se rattacher. Et c'est pour ça, quand je te parlais tout à l'heure qu'on cherchait des représentations dans les médias, dans les séries, dans les films, etc., je pense que cette étude, elle est intéressante parce qu'elle permet aussi de montrer qu'il y a une partie de rôle modèle qui commence à exister. Je te parlais Théo Curin, mais il y en a plein d'autres. Et que potentiellement, il en faut plus. Des rôles modèles, je pense qu'il n'y en a jamais assez. Et dans tous les cas, il y a des personnes qui peuvent se dire oui, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir une personne par sujet ou sous-sujet. Et pourtant, si on se rend compte que pour se sentir vraiment touché, quand on regarde une série, pour se sentir touché par un personnage, il faut qu'il y ait quand même des points communs avec nous. Donc, ça peut être une manière de se dire quel rôle modèle on peut valoriser sur chaque thématique ou sur quelle thématique il manque des rôles modèles. Alors, si on reprend les entreprises de la tech, pour avoir traversé quand même pas mal d'entreprises dans ce secteur, on se rend compte que finalement, la tech, quand bien même c'est un univers hyper jeune, on pourrait se dire en avance, et en fait, là, on voit que la diversité, elle n'est pas là. Et je suis même pas sûr que ça soit, comment dire, quelque chose d'expressément voulu par les entreprises. En fait, je pense qu'elles y pensent même pas. Elles ont un modèle de croissance, elles répliquent leur modèle et elles avancent comme ça. Il y a même pas de choses négatives derrière. Comment toi tu vois les choses? Parce que je trouve que c'est important de poser la question pourquoi. Pourquoi dans la tech, il y a beaucoup moins de diversité qu'il peut y en avoir dans d'autres secteurs. Ce qui se passe dans la tech, c'est qu'on est sur des modèles qui sont dans une quête de performance économique rapide. Donc, c'est des modèles qui vont vite, qui demandent beaucoup d'innovation, mais surtout qui se concentrent sur le chiffre. Notamment quand on regarde les entreprises, les startups de la tech. Une startup de la tech, c'est hyper volatile. La technologie évolue vite. Il peut y avoir des compétiteurs qui arrivent très rapidement. Ça demande beaucoup d'investissement. Et donc, pourquoi on n'a pas de diversité? Tout simplement, il y a différentes études qui montrent que plus on va mettre l'accent sur la question de performance et de mérite, plus on va avoir tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent. Parce qu'on va se dire que qu'est-ce qui est le plus efficace? Comme dit l'expression, qui se ressemble s'assemble. Donc déjà, naturellement, on va aller avec des personnes qui nous ressemblent ou qui ont fait les mêmes études ou le même parcours que nous. Et on va avoir l'impression que c'est plus efficace. Donc c'est ça le sujet. La réalité, c'est que sur l'innovation, on a aussi d'autres études qui nous montrent que pour être plus créatif et pour permettre beaucoup plus d'innovation, voire les entreprises dans les startups qui durent le plus longtemps, sont celles qui ont le plus de diversité en termes de genre, d'origine sociale, ethnique, etc.
Donc on a un peu des contre-études. Sauf que les startups se mettent vraiment dans un modèle de faut que je sois performant. Et d'ailleurs, une petite confidence, j'avais rencontré un CTO d'une grosse startup dans le paiement et qui m'avait dit j'ai essayé de recruter des personnes différentes de moi qui viennent de l'université, ça n'a pas fonctionné. Je lui dis pourquoi, sur quoi tu as évalué ces personnes? Il me disait sur la capacité à me comprendre très rapidement. Donc oui, forcément, si on recrute des personnes qui n'ont pas exactement le même parcours ou qui ne sont pas formatées dans nos écoles, et formatées pas forcément négativement, mais juste chaque école a son modèle, on peut perdre un peu en efficacité, c'est-à-dire on va peut-être mettre un peu plus de temps à s'expliquer les choses. Par contre, potentiellement, la personne aura plus d'idées. Ouais. Et qu'est-ce qui sauve une startup pour qu'elle continue à perdurer? C'est souvent le fait d'avoir des bonnes idées et de pouvoir élargir son audience, ses clients, etc. Et finalement, comment on calcule le bénéfice de la diversité dans une entreprise? C'est ça. Mais ça, c'est plus difficile à mesurer que potentiellement les revenus. Donc, il y a aussi un sujet de KPI sur nos sujets. Ouais. Comment on fait pour mesurer que c'est plus efficace que d'avoir des personnes différentes? Donc ça, c'était l'OCDE qui avait fait des études là-dessus. D'accord. Mais c'est pour ça que je reviens un peu au point de départ des études. Quand on n'a pas les chiffres, déjà, on retourne vers nos vieilles habitudes. C'est un effort. Je pense qu'il faut rappeler à tout le monde que l'inclusion, c'est un effort. Naturellement, on va aller vers des personnes qui nous ressemblent. Donc, le faire différemment, ça demande des efforts. C'est pas automatique. Ouais, en plus, c'est terriblement compliqué. Tu touches à l'être humain, c'est-à-dire que ça va trop vite pour certains, ça va pas assez vite pour d'autres. C'est des sujets un petit peu plus complexes qu'une optimisation de CTR. Bref. C'est ça. En fait, je pense qu'il faut le faire avec la bonne approche. Par exemple, avec Diversides, on fait parfois des interventions auprès de l'écosystème entrepreneurial, que ce soit la French Tech, à Station F, etc. Et ce qu'on dit, c'est en fait, aujourd'hui, il y a des talents qui viennent de parcours différents. Il y en a beaucoup même. Il faut juste essayer de faire l'effort de les regarder parce qu'ils n'ont pas toujours le même réseau. Selon les endroits d'où ils viennent, parce que quand on va dans les zones rurales, un entrepreneur de zone rurale, il a forcément moins l'écosystème parisien, les incubateurs, etc. Moins les concours aussi de start-up, donc on aura plus de mal à le voir émerger. Nous, notre rôle, c'est de les aider à émerger, ces personnes, de les repérer, et puis après de les faire connaître de tout le monde. Et on sait que naturellement, là, dernièrement, la semaine dernière, on a eu 4 entrepreneurs qui ont gagné des concours d'entrepreneuriat. Donc en fait, ils sont excellents. C'est juste qu'on ne les connaît pas. Ok, alors moi j'ai 2 questions toutes simples. C'est d'une part, la première, c'est comment on peut vous aider à améliorer les choses. Et deuxièmement, je suis un chef d'entreprise, j'écoute Banous et je fais bien d'écouter Banous. Et je partage les épisodes de Banous, je fais la promotion de Banous, je rigole. Comment demain matin, je peux faire avancer le schmilblick demain jeudi? Alors, sur la première question, pour nous donner un coup de main, on reste une association, donc on ne va pas se mentir, il y a toujours un sujet de financement pour nous. Je pense que la meilleure des choses déjà aujourd'hui pour les entreprises, c'est de prendre conscience que l'écosystème entier, et pas juste nous, mais l'écosystème entier associatif repose sur des financements. Donc, première des choses, qu'on commence à discuter, qu'on essaye de voir s'il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Nous, on essaie toujours de construire des programmes d'accompagnement. Et la finalité de nos programmes, c'est faire connaître nos entrepreneurs. La deuxième, c'est, on a un programme de retour à l'emploi, c'est faire recruter les personnes qu'on accompagne. Donc, le meilleur moyen aussi d'aider l'association, c'est de donner une chance à des personnes qui font une reconversion, et il y en a beaucoup dans le numérique, qui n'ont pas forcément un bac+5, mais qui sont excellents. Et en fait, et c'est aussi un sujet social. Aujourd'hui, on veut que tout le monde retourne à l'emploi, mais on a encore des entreprises dans le numérique qui n'acceptent pas de baisser le niveau du bac+5, alors qu'aujourd'hui, on a complètement des formations qui permettent d'être très bon dans un métier sans avoir fait un parcours classique. Donc, il faut que les entreprises acceptent de remettre en cause, on parlait de remettre en cause un peu le modèle, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que le bac+5, c'est la meilleure manière la plus efficace de juger un candidat? Je ne pense pas. Ouais, enfin, je ne veux pas ouvrir d'autres sujets, mais on enregistre quelques jours après l'annonce du classement PISA sur le niveau des élèves au collège en mathématiques de mémoire. Et finalement, on se rend compte qu'il y a aussi même à l'école des soucis. L'école qui devrait former des citoyens éclairés, finalement, il y a aussi des gros biais, et c'est peu de le dire, à ce niveau-là. Bon, après, il y a d'autres méthodes pour se former grâce au web,
Mais ouais, on n'est pas sorti de l'auberge quand même, quoi. Et alors, je vais répondre à la deuxième question. Je suis un chef d'entreprise. Qu'est-ce que je fais demain matin, jeudi matin? Écoute, lorsque je reçois des CV, déjà, je ne mets pas automatiquement à la poubelle des CV qui ont pas un bac plus 5. J'essaie d'ouvrir mes chakras par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est une première étape. Je considère le profil, j'essaie de rencontrer la personne parce qu'on peut se faire surprendre. Et je considère pas que le bac plus 5 est un filtre automatique. Ou le nom des écoles, parce que c'est le bac plus 5 et le nom des écoles aujourd'hui en France qui fait que, notamment dans la tech, franchement, je vois aujourd'hui dans les entreprises et les startups, si on veut être commercial, il faut avoir fait HEC. Si on veut être ingénieur dans une startup en vogue, il faut avoir fait Epitech. Epitech, il y avait à l'époque 33 filles sur 500 étudiants. Donc forcément, c'est logique qu'on ait moins de femmes dans la tech si on recrute que dans des écoles qui ont déjà des différences hommes-femmes considérables dans leurs candidats. Alors, ce qui est super intéressant également, c'est que l'étude, elle met en relief, tout ce qui tourne autour de la santé mentale. Depuis le Covid, on se rend compte que c'est un sujet hyper important. Ouais, sur la santé mentale, on a une explosion de certains items. Par exemple, on a une explosion de burn-out, plus 40%, je crois. On a une explosion d'antidépresseurs. Donc, on a différentes thématiques qui montrent que, et les enquêtes qui ont été faites en France sur l'aspect médical le montrent, les Françaises et les Français post-Covid ne vont pas bien. Et ça touche beaucoup les étudiants et ça touche beaucoup potentiellement les classes les plus précaires. Et c'est vrai que cette étude, elle montre que le sujet de la santé mentale, il est en train de grossir petit à petit. On a des requêtes, par exemple, suis-je hypersensible? En fait, on essaye de se définir dans la société. Donc, c'est des sujets qui sont intéressants, qui sont à creuser. Et je pense que, pareil, les entreprises ont tout intérêt à s'engager rapidement sur ces sujets et à se dire que l'entreprise de demain devra prendre en compte et très fortement l'aspect mental de son salarié. Alors moi, je vais prendre des exemples que j'ai vécus. Alors, tu vas me dire pareil, c'est un prisme, mais je sais que j'ai eu la chance de travailler chez Criteo et je sais que au sein de Criteo, la boîte portait une attention toute particulière à l'égalité homme-femme au niveau du management et même du top management. La boss de Criteo est une femme et je sais que les gens autour d'elle, il y a une vraie diversité et également, pour un côté un petit peu plus américain, lorsque je travaillais chez LiveRamp, il y avait une personne en charge de la diversité, en fait. Alors, c'était plus du côté américain, parce que côté français, c'est une petite succursale, mais en tout cas, aux US, il y avait responsable diversité. C'est un métier qu'il faudrait créer dans toutes les boîtes. Comment toi, tu vois ça? J'ai une bonne nouvelle, ça existe. Il y a beaucoup d'entreprises qui en ont aujourd'hui. Aussi bien ça s'appelle sous différents aspects. Ça peut être le responsable diversité inclusion. Dans les entreprises un peu plus américaines, c'est DEI pour diversité, équité et inclusion. La majorité des grandes boîtes, CAC 40 en ont. Par exemple, Decathlon, oui, a une responsable diversité inclusion qui est dans le COMEX. Dans les startups, il y en a de plus en plus. Ça commence. Maintenant, le sujet, c'est que parfois, il y en a, mais il n'y a aucun budget. Et donc, en fait, comme dans n'importe quelle équipe, si on veut que la responsable diversité inclusion mène des actions concrètes, il faut un budget, parce que pour sensibiliser, si vous voulez former vos salariés, qui payent les formateurs, si vous voulez faire une semaine dédiée aux enjeux de diversité et d'inclusion et que vous voulez, par exemple, faire une fresque de la diversité, ça existe, ça a été développé par l'ESSEC et c'est un très bon outil. On l'a fait avec Diversity Days et on l'a fait faire à notre club de start-up dans la tech. On a un club qui s'appelle Take Your Place où, justement, on essaye de mettre à disposition des startups de la tech. On fait venir, en fait, des formateurs sur les différentes thématiques de diversité et inclusion, handicap, lutte contre la LGBT-phobie, lutte contre le racisme, etc. Et à chaque fois, on essaye d'inviter ces startups à prendre une action concrète. Et on a essayé la fresque de la diversité avec ces startups et ça fonctionne très bien. Ça permet de sensibiliser, mais par contre, c'est toujours, ça demande un budget. Donc là, de la bonne volonté et aussi de le prendre sur le business. Parce que si ça a un impact positif sur les performances économiques, il faut accepter que c'est aussi un investissement à mettre de la part de l'entreprise. Aujourd'hui, ces directions n'ont pas de budget. C'est le gros problème.
Alors pour terminer cet épisode, déjà merci beaucoup pour toutes tes réponses, c'est hyper cool. Chers auditeurs d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, dites-le moi à travers les différents commentaires des différentes plateformes et j'essaierai de poursuivre la discussion avec Nadim. Mais en tout cas, c'est génial. Donc j'ai l'étude Diversiday, j'ai le site Diversiday, donc je regarde là-dessus toutes les infos qui pourraient m'intéresser. Est-ce que toi, tu as des lectures, des ressources à nous conseiller si on veut approfondir le sujet? C'est une très bonne question. Alors, nous, sur notre site, on a nos études. Donc, on a différentes études. On a un baromètre de l'emploi numérique qui permet de comprendre l'écart qui peut exister. Pourquoi une femme de quartier populaire a 5,6 fois moins de chances de postuler à un job dans le numérique et une femme de zone rurale, 6,1 fois moins de chances. Donc, on a un baromètre qu'on fait évoluer tous les 2 ans. On a différentes études qu'on a lancées. Par exemple, on avait posé la question à des entreprises, faut-il mesurer la diversité en entreprise? Et étonnamment, la réponse est oui. Il y a encore des peurs qui existent sur ces questions de statistiques ethniques. Mais en fait, il y a plein de manières de mesurer la diversité en entreprise. Et en plus, les manières sont légales. C'est-à-dire que si on pose la question de manière volontaire et anonyme, on peut mesurer. D'accord. Et ce que les chefs d'entreprise nous disent, c'est que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, il y a pas mal de lectures sur notre site. Peut-être si je devais conseiller un livre. Alors, nous, on est sur tellement de thématiques. Est-ce que tu as une thématique favorite? Non, moi, sur la diversité et l'inclusion. Je vais twister un peu la question parce qu'il y a un livre que je trouve très intéressant dernièrement sur un des sujets qui est la santé mentale qui ressort aussi dans l'étude. C'est un livre qui lie la pop culture et la santé mentale. Ça a été fait par, je ne veux pas écorcher son nom, Jean-Victor Blanc, qui est un psychologue, médecin qui a lancé un festival sur la santé mentale qui s'appelle Pop MT et sur lequel j'intervenais il y a 2 semaines. Et comme c'est un sujet de plus en plus de préoccupation pour les Français, c'est intéressant de le faire en mêlant la pop culture. Par exemple, raconter la dépression de Britney Spears pour parler de la dépression. Raconter les problèmes d'addiction d'Amy Winehouse pour parler des addictions et permettre aux gens de comprendre ce qu'il en ressort. Alors, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant la fin de cet épisode? Je peux rajouter une petite phrase sur l'étude? En fait, je pense que peut-être pour clôturer, pourquoi il faut lire cette étude? C'est une étude déjà qui dépassionne des sujets comme le sexisme, le racisme, le féminisme, la lutte contre l'homophobie, etc. C'est une étude qui permet d'en savoir plus sur les questions qu'on se pose, mais parfois sans oser les poser, parce que le moteur de recherche Google, c'est toujours un peu l'ami à qui on pose des questions. C'est une étude aussi qui permet de savoir comment continuer de traiter de ces questions et d'aller plus loin. Ouais, écoute, c'est exactement ce que je te disais en début de podcast. Votre étude, c'est pas moralisateur, ça explique les choses calmement, c'est bienveillant, et c'est super instructif, quoi. C'est une photo, en fait, en comparant de 2007 à 2022, ça permet un peu de voir comment les items évoluent et donc se dire, effectivement, la société évolue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à avancer sur ces questions? Écoute, Nadim, on terminera là-dessus. Merci encore 1000 fois d'être venu. Chers auditeurs, on mettra évidemment l'ensemble des liens de l'étude de Diversiday, du bouquin, dans les commentaires, enfin là où vous regarderez ou vous écouterez cet épisode. Merci Nadim. Si vous souhaitez nous aider à promouvoir le podcast Banous, n'hésitez pas à le partager, à liker, etc. comme d'habitude. Et puis écoutez, on se dit à une prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.